Alors, bonjour à tous. Bon, nous allons démarrer. Oui. D'abord, nous allons laisser la parole à nos panélistes pour qu'ils puissent présenter M. Alassane Diallo ou M. Mori Oui, Touré. C'est M. Alassane Diallo. oui, oui. Monsieur Ndiaye, D'accord. bonjour. Bonjour. Ça va, c'est Alassane Seydou Diallo, doctorant à l'Université Alioune Diop de Bombay et membre fondateur de Saint-Bioprot. Je m'active dans différents domaines de l'environnement et je suis volontaire à Greening Africa Together et Forêt Internationale. Ravi d'être parmi vous. Merci, M. Diallo. M. Touré, notre thématique d'aujourd'hui va porter donc sur la crise du COVID-19. Donc, quel impact sur le climat? D'abord, quel rapport établissez-vous, M. Diallo, entre la COVID-19 et le changement climatique? COVID-19, oui. La crise sanitaire due au Covid est un moment où jamais d'aborder les questions de notre mauvais rapport par rapport à notre environnement naturel. Allô? Oui. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, M. Touré? Oui. Bon, Vous êtes vous là? continuer. Excusez-moi, bon, je vais le laisser continuer alors. Bon, avant de continuer, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça, M. Diallo va reprendre la parole Oui, bien après? sûr, je vous reçois bien. Je vous reçois bien. Moi, c'est Mori Touré. Je suis ingénieur en météorologie. Je travaille au niveau de la direction des transports aériens, qui est au ministère du Tourisme et des Transports aériens. C'est le ministère qui est chargé de toutes les activités météorologiques ici au Sénégal. Mais également, je suis doctorant en sciences de l'atmosphère de l'océan à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également créateur de 2 entreprises que je ne vais pas nommer ici. Mais aussi, je suis activiste du climat. Voilà. D'accord, super. Alors, donc, on était sur le rapport entre la COVID-19 et le changement climatique. Oui. M. Diallo, vous avez la parole. Oui, je disais que cette crise due au Covid-19 est un moment où jamais d'aborder les questions d'environnement, notre rapport par rapport à notre environnement naturel. On sait que l'origine de la pandémie du Covid, même si certains le refusent, c'est dû à notre mauvaise gestion par rapport à notre environnement. Depuis quelques décennies, on note une augmentation des maladies liées, des maladies zoonoses, c'est-à-dire des maladies liées à notre mauvaise gestion de l'environnement. Et cette maladie du Covid en est une. Il y a d'autres aussi, comme les maladies précédemment, l'Ebola, le SARS-CoV-1 en 2003 en Chine, la virus du H5N1 aussi. Toutes ces maladies nous font réfléchir et doivent nous interpeller sur la manière dont on doit vivre, l'interaction entre nous et notre environnement. D'accord. Merci, M. Diallo. Alors, M. Touré, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le COVID-19 et ce qu'est le changement climatique? Puisque, d'après M. Diallo, la crise est due à notre mauvais rapport avec la gestion donc, de l'environnement. Qu'est-ce que le COVID-19 alors, M. Touré? Qu'est-ce que le changement climatique? Bonjour, M. Ndiaye, encore une fois. Bon, moi, je vais même pas essayer de définir ce qu'on appelle la COVID-19 parce que, bon, pour dire vrai, moi, je ne suis pas spécialiste en santé, mais je suis spécialiste en climat. Donc, je vais essayer de définir ce qu'on appelle les changements climatiques. Le changement climatique, ce n'est rien d'autre que le changement des paramètres climato-météorologiques. Pourquoi je dis climato-météorologique? Souvent, d'autres personnes nous disent que c'est le changement des paramètres climatiques.
Mais moi, je préfère dire le terme climato-météorologie parce que ces paramètres climatiques qu'on nomme, les paramètres qu'on nomme les paramètres climatiques sont des paramètres, la plupart de ces paramètres, on les observe au niveau des stations météorologiques. Donc, ce sont des paramètres qu'on observe journalièrement ou heures de 3 heures, de 6 heures. Et ce sont ces paramètres qu'on va moyenner de manière mensuelle, annuelle, jusqu'à 30 ans, afin de définir ce qu'on appelle les paramètres climatiques. Raison pour laquelle moi, je préfère étudier souvent les paramètres climato-météorologiques. Maintenant, le changement de ces paramètres au cours des années, souvent certains chercheurs nous disent que c'est le changement de ces paramètres jusqu'à 30 ans minimum et dans un lieu donné, parce qu'on ne peut pas parler de changement climatique de manière vaste. À chaque fois quand on parle de changement, il faut bien définir le lieu. Donc, raison pour laquelle à chaque fois quand on dit, bon, parfois les gens nous disent que le changement global. Pourquoi on dit le changement global? Parce qu'il y a un paramètre, que ce soit du CO2, l'humidité, etc., ou bien la pluviométrie qui est très importante au niveau de la zone tropicale, là où nous sommes au Sénégal, qui a varié au cours des années, que ce soit 30 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça, dans un lieu donné. À un moment donné, donc on parlait du changement climatique. Donc c'est pourquoi c'est intéressant, à chaque fois qu'on parle du changement climatique, de s'intéresser à ces paramètres scientifiques qui peuvent réellement expliquer ce qu'on appelle le changement climatique. Excusez-moi. Voilà, si je veux continuer, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on parle du changement climatique, bien vrai que c'est intéressant quand on utilise les termes politiques, mais aussi les termes scientifiques nous permettent vraiment de définir ce qu'on appelle le changement climatique en se référant sur ces paramètres que je viens de définir, qui nous permet réellement de dire, voilà, on a un changement qui est visible, qu'on peut définir grâce à telle chose, à l'érosion côtière, par exemple, qui est due à beaucoup de choses, beaucoup de paramètres océanographiques qui sont liés à des paramètres atmosphériques, voilà, parce qu'il y a une interaction entre ces deux liens. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le changement climatique. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu mon collègue il a donné une définition de ces épidémies liées à la dégradation du climat. Oui, c'est bien possible. Mais moi, je n'ai pas trop expliqué cela. Je n'ai pas d'expérience par rapport aux liens sanitaires. Mais je vais essayer de vous dire le lien entre la COVID, la crise, la COVID-19. Allô? Allô? Oui, on vous entend, Maury. Super. Donc, moi, je vais essayer d'expliquer un peu le lien entre la crise de la COVID-19 et notre climat, c'est-à-dire l'évolution des paramètres climatiques. Parce que vous voyez, bon, auparavant, on avait des épidémies, mais bon, les activités continuaient, donc on n'avait pas de problème. On ne pouvait pas dire que voilà, il y a diminution des émissions de gaz à effet de serre, on va arrêter le transport, des choses comme ça. Mais avec la COVID, on a vu qu'à un moment donné, on n'utilisait plus les avions, à un moment donné, on n'utilisait plus les trains, à un moment donné, on n'utilisait plus les voitures. Et alors que ces modes de transport dégagent des gaz bon, qui sont néfastes à notre climat, mais également, à un moment donné, beaucoup d'industries ne marchaient pas. Quelqu'un d'autre va me dire que voilà, il y a d'autres industries comme les industries qui fabriquent les gels hydroalcooliques ou bien les industries qui fabriquent les masques. Mais moi, je dirais que ces industries ne dégagent pas assez de gaz qui sont néfastes à notre atmosphère. Donc, raison pour laquelle c'est bien intéressant de regarder quelques images qui montrent un peu l'évolution des polluants. Des polluants qui entrent, par exemple, le mois de janvier et le mois de juin, afin de comprendre réellement que le confinement qui était lié à la crise de la COVID-19 était avantageux à notre atmosphère. Alors que ces polluants, avec beaucoup de formules ou bien beaucoup d'équations chimiques, on peut regarder un lien entre ces polluants et la température. Donc, dès qu'il y a beaucoup plus de polluants, la température augmente. Et aussi, il y a une autre relation indirecte. Dès qu'il y a plus de température, on a l'augmentation de ces polluants. Donc, on peut dire réellement que voilà, la COVID était intéressante parce que
le confinement, on ne l'a pas appliqué dans un seul pays, mais on l'a appliqué partout dans le monde. Donc, si on essaie de regarder un peu la température entre l'année 2020 et l'année 2019, l'année 2018, on voit carrément qu'il y a quand même une évolution de manière négative, bien sûr, de la température sur tout le globe, mais également, il y a une évolution de manière négative des polluants, tels que CO2, etc., qui ont diminué au cours de ces mois entre janvier et juin par rapport aux années 2018 et 2019. Merci, M. Touré. Alors, Alors, je peux ajouter Diallo, quelque chose? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce... Oui, je peux ajouter quelque chose. Il y a la pluie un peu, la pluie par ici. C'est pourquoi je ne vous entends pas bien. Mais comme M. Mori l'a si bien dit, c'est l'augmentation de ces gaz, qu'on dit gaz à effet de serre, qui sont responsables des changements climatiques. Et que naturellement, ces gaz sont présents dans l'atmosphère. Les gaz comme le CO2, le méthane, le plus important des gaz à effet de serre, les vapeurs d'eau H2O, ils sont présents naturellement dans l'atmosphère. Mais avec ce Covid, avec le COVID, la crise du Covid, on a vu une réduction importante de ces gaz due à l'activité humaine, due à l'arrêt de l'activité économique. Pratiquement toutes les villes du monde ont fait un confinement. Les personnes ne se déplaçaient plus, les entreprises sont à l'arrêt et pour un certain moment, on a vu une réduction importante de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ce qui est la qualité de l'air aussi est devenue meilleure. D'accord. D'après donc les deux interventions, on peut noter que la crise a eu un impact positif. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi admettre que la crise a eu un impact négatif sur le climat? Monsieur Ndiaye, bien sûr, je voulais même venir sur ça. Je ne voulais pas mélanger entre les avantages et les inconvénients. Tout à l'heure, j'ai parlé des avantages parce que je voulais être en phase avec le collègue Diallo. Mais également, bien sûr, la crise a des inconvénients sur la surveillance de notre climat, la surveillance de notre atmosphère, la surveillance de nos paramètres climato-météorologiques. En tant que météorologue, je vais essayer de toucher un peu ce qu'on appelle les stations météorologiques, parce qu'il y a ce qu'on appelle des stations météorologiques. Le Sénégal aussi a également des stations qui permettent de mesurer les paramètres chaque heure. Bon, il y a des paramètres qu'on mesure chaque heure, il y a d'autres paramètres on les mesure chaque 3 heures. Et ce sont ces paramètres, comme je l'ai défini tout à l'heure, ce sont ces paramètres qui nous permettent réellement de dire que voilà, on a une évolution de la température à Kayar, on a une évolution de la température par rapport à l'année passée à Saint-Louis, des choses comme ça. Bien de dire qu'on a ce qu'on appelle des vagues de chaleur. Tout ça, ce sont des événements climatiques quand même qu'on utilise pour définir souvent les changements climatiques. Et malheureusement, hein, quand on avait la crise ici au Sénégal, bon, c'était partout même, mais aussi au Sénégal, c'était même en Afrique même, où on avait ces problèmes. La plupart des stations se situaient dans des villages, dans quelque part de la forêt, où les observateurs ne pouvaient pas se déplacer à cause de l'état d'urgence et de la couvre-feu. Donc, parfois, les observateurs ne pouvaient pas se déplacer. Parfois, les observateurs doivent rentrer chez eux et quand ils rentrent chez eux, ne peuvent plus prendre la voiture pour se déplacer, des choses comme ça. Donc, à un moment donné,
on faisait plus l'observation parce que vous savez que quand on se met 1 heure sans faire l'observation, on a ce qu'on appelle une rupture de la série. Et quand on a une rupture de la série, à chaque fois quand on fait des calculs, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle des estimations et que ça peut influencer sur le climat. À chaque fois quand on fait la moyenne, l'écart augmente ou bien l'erreur augmente. C'est ça qu'on appelle les calculs numériques. Bon, ça c'est trop mathématique, je n'ai pas aussi trop parlé de ça. Mais il faut savoir que quand on a une erreur dans un calcul, et qu'on fait la moyenne plusieurs fois, l'erreur augmente. Donc, c'est pourquoi c'est très dangereux de ne pas faire une observation, mais de supprimer une observation. Et malheureusement, dans la période de la COVID, la plupart des observateurs, quand même, ne respectaient pas correctement le travail. C'est pas volontaire, mais c'était dû à la crise de la COVID. Et aussi, il y a d'autres observateurs qui étaient tombés malades aussi. Et qu'en Afrique, on n'a pas assez d'observateurs parce que c'est la politique qui est comme ça. Le Sénégal ne va pas rester ici pour investir sur le climat ou bien sur la météorologie. Au moment où il y a des familles qui n'arrivent pas à manger, au moment où il y a des familles qui n'arrivent pas à se soigner, au moment où il y a des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Donc, il faut comprendre que le Sénégal a des priorités. Mais malheureusement, de l'autre côté, on risque aussi de ne pas respecter notre climat, on risque de ne pas respecter les agents de l'atmosphère, comme je l'ai dit tantôt. On risque aussi de ne pas avoir des séries, vraiment des séries qui sont complètes. On risque d'avoir des erreurs, alors que ces erreurs peuvent influencer sur la prévision, parce que parfois, vous le voyez, on fait de la prévision, on dit que oui, on va avoir de la pluie à Diourbel. Malheureusement, il y a des dissipation quelque part, il y a un problème quelque part, le lien s'est dévié. Donc, il y a beaucoup de paramètres quand même, ou bien beaucoup d'activités qu'on réalise ou bien qu'on fait souvent, qui sont liées à ces observations météorologiques. Alors qu'avec la COVID, on n'arrivait pas à faire correctement ces observations. Donc ça aussi, ça fait partie des inconvénients qu'on peut noter dans le secteur de la météorologie, qui est le secteur scientifique, comme je l'ai dit, mais qui est l'activité scientifique de l'environnement. Parce que quand on parle de l'environnement, il est vaste. Mais le domaine qui est purement scientifique, qui nous permet de faire des calculs de manière scientifique dans le domaine de l'environnement, c'est la météorologie. Donc, je me dis qu'aussi, il faut penser à cela. Il faut penser que, voilà, on avait des inconvénients par rapport aux observations météorologiques. D'accord, merci M. Touré. Donc, on peut noter d'après vos interventions que à cause de la crise, donc, il y a eu des conséquences positives comme aussi des conséquences négatives. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu des changements, en tout cas, climatiques. Alors, M. Diallo, ces changements seront-ils constants d'après vous? D'après moi, ces changements ne seront pas constants. C'est juste le ralentissement de ces gaz, de la production de ces gaz à effet de serre est juste temporaire. Bon. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Oui, allez-y, M. Diallo. Oui. Lorsque les activités reprendront, les activités commencent à reprendre et que les polluants reprendront et les émissions à effet de gaz à effet de serre aussi reprendront. Le réchauffement de la planète aussi va continuer. On a vu en 2008, lors de la crise financière mondiale, les émissions des gaz comme le CO2 M. Diallo? Allô? Oui. Bon, en 2008, on avait observé une baisse des gaz comme le CO2 de 1,4%. Et ce qui n'a pas empêché en 2010 une augmentation significative de 5,9%. À titre comparatif, si on compare ces deux crises, on peut dire que lorsque les activités reprendront, ça peut être même pire pour le climat.
D'accord, ça peut être pire pour le climat. Monsieur Touré, Oui. pensez-vous que donc nous devons changer radicalement nos comportements après cette crise? Bon, nous devons changer, mais est-ce qu'on peut changer? Ça aussi, c'est une question aussi à poser. C'est pas la première fois qu'on dit nous devons changer nos comportements pour sauver notre planète. On a fait des milliers de réunions, on a fait des milliers de COP, on a fait des milliers de conférences, des milliers de sommets. Tout ça pour dire que nous devons changer. Hein? Nous devons changer parce que à chaque fois, il y a quand même des aspects politiques qui sont liés à cela. À chaque fois, il y a des aspects, bon, bien vrai que les scientifiques, ce n'est pas eux qui gouvernent notre planète. Eux, ils donnent des avis, mais ce sont les politiques quand même qui gouvernent carrément nos pays. Mais malheureusement, on peut le dire, hein, on peut le dire, nous jeunes, on peut le dire, les politiques peuvent le dire, mais on ne va pas l'appliquer, malheureusement. C'est ça la réalité, quoi. Parce que le monde évolue, à chaque fois, chacun cherche à se développer, alors que pour développer un pays, parfois tu vas entendre un politicien qui va te dire, pour développer un pays, il faut obligatoirement avoir des industries. Voilà. D'autres personnes te disent pour développer un pays, il faut avoir aussi voilà, ses propres voitures, des choses comme ça. Donc, je me dis, à chaque fois, on dit on doit changer les habitudes, on doit changer les comportements. Mais moi, je dis, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, il faut faire ce qu'on appelle l'adaptation, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans nos activités. À chaque fois, on sait que on a une dégradation du climat. Donc, il faut tenir compte de paramètres climat dans nos activités, que ce soit nos habits, quand on veut construire quelque chose, quand on veut voyager. Il y a beaucoup de choses quand même. Il faut s'adapter. Il faut essayer de s'adapter. Et puis, pour mieux quand même, voilà, éviter les impacts liés au changement climatique. Mais je ne pense pas qu'on peut réellement changer nos activités. Alors, pas possible de changer, d'après vous, mais il faut s'adapter. Quel comportement préconisez-vous, M. Diallo, pour que l'on puisse s'adapter et permettre donc à ce changement avantageux, d'après donc vos interventions, d'être constant? Ok. Bon, je suis un peu d'accord avec M. Mori, s'il dit qu'on ne peut pas changer tout, mais on peut essayer de s'adapter. Ça, c'est vrai. Pour le réchauffement climatique, on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas retourner en arrière, ce qui est sûr. Ce qui est là, mais on peut faire de telle sorte que diminuer l'impact, notre impact sur l'environnement, notre impact négatif sur l'environnement, en réduisant considérablement les polluants. Comment réduire ces polluants? En produisant vert. Par exemple, on sait qu'en ce moment, en Allemagne, beaucoup, leur électricité, pratiquement, ils commencent à virer dans le vert. Pourquoi pas les autres pays ne peuvent pas faire pareil? Nos États aussi, imposer des sanctions aux entreprises qui polluent. D'accord. Merci, M. Diallo. M. Touré, alors, je reviendrai sur l'intervention de M. Diallo, sur la question du comment faire donc pour s'adapter, comment faire pour maintenir ce changement positif constant. D'accord. Vous savez, j'aime pas anticiper les choses parce que, bon, comme nous sommes deux, à chaque fois, j'essaie toujours d'être en phase avec le collègue qui est de l'autre côté. Mais quand on parle de changement climatique, il faut donner 3 termes techniques qu'on doit utiliser quand même pour régler les changements climatiques. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Aussi, il y a ce qu'on appelle l'atténuation et aussi il y a ce qu'on appelle la résilience. Voilà. Chaque groupe de chercheurs quand même défend parmi les 3 points
défendre quand même, aussi essayer de développer pourquoi on doit s'adapter, pourquoi on doit atténuer, pourquoi on doit, voilà. Et aussi, pourquoi j'ai parlé d'adaptation? Parce que en appliquant l'adaptation, en même temps, l'adaptation, il y a l'atténuation et il y a la résilience. Je vous donne un exemple. Si on te dit, par exemple, de faire, par exemple, l'agriculture intelligente, par exemple. Par exemple, le fait de faire la culture sans pour autant d'attendre quand même la pluie. Parce qu'on voit quand même la saison des pluies et la saison n'est plus normale. Hein, sans pour attendre la pluie, essayer d'utiliser quand même, de chercher l'eau par-ci, par-là, voilà. Vous le savez quoi, vous savez que vous êtes des experts en agriculture, bon, vous savez comment faire pour faire l'agriculture intelligente. Mais en le faisant quand même, vous essayez en même temps d'atténuer quelque chose, voilà, et aussi d'être fort face au changement climatique. Donc en même temps, quand tu fais l'adaptation, en même temps, il y a l'atténuation dedans, bien vrai que mais aussi il y a la résilience. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai proposé l'adaptation. Mais on ne peut pas quand même dire que voilà, il ne faut plus consommer, ou bien faut plus consommer, par exemple, les bœufs. On ne peut pas dire qu'il ne faut plus rouler des voitures. On peut pas dire, parfois, je l'ai entendu quelque part, une personne disait que voilà, il faut, je ne sais pas moi, chaque quartier cherche à avoir une voiture pour. Bon, c'est difficile de le faire. Bien vrai que c'est ce qu'on devait faire, mais malheureusement, c'est difficile de le faire. Hein? Donc, il faut quand même essayer de faire les choses de manière intelligente. Et puis, en le faisant, on essaie toujours de savoir que voilà, il y a un phénomène qu'on appelle changement climatique. Donc, quand je fais ça, ou bien quand je vais construire mon bâtiment à Matam, quand je vais construire mon bâtiment à Saint-Louis, il y a un phénomène qui se trouve dans cette zone qu'on appelle vague de chaleur. Donc, je vais essayer de construire intelligemment, comme parfois j'entends Ndeye Marie avec son entreprise, il parle de la construction écologique. Effectivement, parce que dans ces zones, il y a l'impact quand même de la température qui est dû au changement climatique. Et avec la construction qu'on avait auparavant, les briques, des choses comme ça ne peut pas quand même régler le problème. Donc, il faut quand même réfléchir à faire des constructions quand même écologiques. Il faut réfléchir à faire tout ce qui peut vraiment nous aider à vivre avec le changement climatique. Donc, c'est cette action qu'on appelle l'adaptation. Oui, je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y, M. Diallo. Oui, je suis d'accord avec M. Mori. Mais la manière dont le monde a géré cette crise, la crise du Covid, la solidarité entre les États, les peuples, les communautés, cette réaction rapide face à cette crise, pour moi, nous apprend qu'on peut faire quelque chose par rapport au changement, par rapport au changement climatique, si on le veut. M. Diallo, oui. Oui, je dis que la solidarité qui est observée durant cette crise du Covid entre les peuples, les États, tout le monde, tous les pays se sont activés pour résoudre cette crise. Pour moi, c'est une réponse positive face. Ça peut être une réponse, ça peut nous apprendre à donner des réponses positives face aux menaces du changement climatique. D'accord, donc je vais rebondir sur cette question. Vous avez dit que la crise nous apprend qu'on peut apporter donc des réponses positives aux réalités climatiques. Oui, à travers cette crise, la solidarité qu'on a observée entre les États, les personnes, le peuple, la communauté, cette réaction rapide. D'accord. Monsieur Touré, pensez-vous que, d'après ce que M. Diallo a dit, que la crise nous apprend donc qu'on peut apporter des réponses positives? Pensez-vous donc que la réalité climatique sera meilleure après cette crise? Bon, normalement, on devrait beaucoup apprendre quand même
par rapport à la crise. Mais malheureusement, vous savez que l'être humain est naturellement têtu. Et puis, vous savez qu'au début de la crise, on avait la COVID-19 où? En Chine. Est-ce que le Sénégal pensait à faire quelque chose? Est-ce que le Sénégal pensait à faire des activités? Est-ce que le Sénégal pensait à, voilà, à confectionner des masques? Non, mais malheureusement, c'est la vie. À chaque fois, tu dis que voilà, moi, je n'ai pas encore telle maladie, donc je vais pas aller à l'hôpital. Donc, c'est ça l'être humain. Donc, je ne pense pas que tel pays ou telle zone peut se lever pour dire que voilà, nous, on va lutter contre le changement climatique, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris c'est quoi le changement climatique, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore vécu les impacts du changement climatique. Je ne pense pas. Là, il faut être patriote, carrément patriote pour le faire. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Aussi, à chaque fois aussi, si vous voyez bien, pourquoi aussi pourquoi vous voyez aussi cette solidarité? Parce que tous les États ont vécu carrément la COVID, ont vécu carrément les impacts de la COVID, raison pour laquelle tout le monde se lève pour parler de la COVID, pour parler voilà, de la crise liée à la COVID, des choses comme ça. Mais si on n'a pas réellement, je ne le souhaite pas, si on n'a pas réellement des impacts quand même, qui ont causé des dégâts sur tous les pays, on ne peut pas avoir quand même cette solidarité pour lutter contre le changement climatique. Malheureusement, on ne devrait pas être comme ça, mais c'est ça, c'est la triste réalité. C'est comme ça l'être humain. L'être humain, vous le voyez même ici, chaque jour, chez nous, chez vous, vous voyez une grand-père, grand-mère ou frère ou soeur qui est malade, mais il ne voit pas des signes, donc il ne va pas aller à l'hôpital. Donc, c'est naturellement, c'est l'homme, c'est l'être humain qui est comme ça, quoi. C'est l'être humain qui est comme ça. C'est malheureux, mais c'est la réalité. C'est malheureux, mais c'est la réalité. D'accord. Donc, je rappelle que nous avons 1 heure de temps, donc on doit arrêter à 12h45. Pour les participants, pour ceux qui ont donc des questions, vous avez donc l'option d'écrire votre question sur la barre donc, des questions, ou bien vous levez tout simplement votre main. Donc, je vais donner la parole à M. Malik Sow qui demande donc de poser une question. M. Malik Sow, si vous êtes là. Oui, bonjour M. Ndiaye. Merci beaucoup à M. Touré et M. Diallo. Franchement, seulement je vais, avec leur permission, rebondir sur le début. Au début, il était question de dire le lien entre la nature et le Covid. Ben, moi, à mon avis, si je reviens un peu au dire de M. Touré, la science, c'est la science qui nous renseigne. Et la science nous a renseigné que justement des animaux. Donc, j'imagine que si réellement on avait laissé ces animaux sauvages dans leur localité et si l'homme n'avait pas cherché à agresser la nature, si l'homme n'avait pas cherché également à aller dans leur environnement, peut-être à chercher toutes ces choses, l'homme n'aurait pas cette maladie qui se transitera vers nous. Donc, déjà, on pourra dire qu'il y a un lien étroit qui est là, alors, et qui doit nous poser la question que l'humain doit se connaître dans l'environnement, c'est où sa place réellement, et laisser également aux autres êtres qui sont également dans notre environnement où est leur être. Donc, chacun n'a qu'à respecter en tout cas sa place dans cet univers. Bon, l'autre question que je m'allais poser, c'est que j'ai entendu, tous les deux, ils l'ont dit, que durant la phase Covid, il y avait un confinement de 2-3 mois certainement, et il y avait un arrêt certainement de consommation et puis de production. Mais on se rend compte, après, quand on suivait les médias, on voit que, puisqu'il n'y avait pas de production, puisqu'il n'y avait rien, donc les gens continuaient à utiliser les réserves. Et en fin de compte, on s'est rendu compte, d'après en tout cas les informations que j'ai eues à la radio et autres, qu'il n'y avait plus rien. Donc il va falloir après produire. Mais produire non seulement pour compenser les réserves, mais produire aussi pour faire fonctionner le système. Ben, je pose, certainement ça va aller à M. Touré, est-ce que par exemple, cette forme de production-là sera la même chose que d'habitude ou bien est-ce qu'il faudrait augmenter la production? Ben, on va parler certainement de l'économie, mais certainement... Allô? Oui, on vous reçoit, oui. Oui, il y avait... OK. Donc, c'est ça que je disais à Maury. Est-ce que, par exemple, cette forme de production accélérée dont les économistes nous ont parlé, qui va forcément... nous allons forcément avoir droit à des gaz à effet de serre, parce qu'en fait, en réalité, toujours, partant de la science,
c'est les gaz à effet de serre qui sont responsables de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, s'il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre, et nous connaissons exactement quelles sont leurs sources de production, donc voilà, je pose la question à ça à Maury. Est-ce que, par exemple, ça ne risque pas en tout cas d'augmenter vraiment les gaz à effet de serre? Autre chose, peut-être pour terminer, j'ai beaucoup apprécié effectivement son intervention sur comment faire pour, est-ce qu'on peut manger, on ne peut pas s'en... Ben, je pense que là, il s'agit effectivement, comme il l'a bien dit, d'être résilient, de chercher à s'adapter, mais aussi, surtout, d'utiliser des notions vraiment tout ce que nous pouvons faire, en tout cas, pour vivre avec cette condition. Comme il a tantôt dit, ben, si réellement on est dans une zone vraiment tempérée, et il a tantôt donné l'explication peut-être de l'entreprise de notre sœur Marie, ben, de chercher à utiliser des moyens. Là, on parle de résilience, qui va utiliser moins de lumière, qui va utiliser également moins de charges, par exemple, pour les clims et autres. Et là, c'est une solution. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'aime bien le thème l'action, parce qu'on a assez dit, comme l'a dit Maury, on a assez fait des réunions. Maintenant, on doit passer à l'action par ces quelques 3 mots qu'il a dit. Je pense qu'il pourra le résumer. Et parce que c'est sur ces 3 mots qu'on doit maintenant opérationnaliser pour que des choses se fassent concrètement sur le terrain. Je vous remercie. Merci, M. Sow. Alors, M. Maury, vous avez une question, donc si vous l'avez saisi. Oui, oui, M. Sow, merci beaucoup pour les questions et l'intervention. Je veux vraiment commencer avec la deuxième question. M. Ndiaye, vous pouvez me rappeler la deuxième question, juste quelques termes techniques, juste quelques mots-clés. Ça m'a échappé, quoi, parce que j'étais concentré sur la dernière question jusqu'à... La deuxième question, c'était M. Sow. D'accord, M. Sow, est-ce que vous pouvez rappeler la question? Quelques mots-clés, hein, pour que je puisse... voilà. Juste la première question, ma dernière intervention, je disais que je milite totalement à votre avis, à votre proposition, comme quoi que nous devons chercher à nous adapter. Ça, je milite totalement avec vous, que ces 3 termes que vous avez utilisés devraient être plus opérationnels. Donc, on l'a assez dit, alors on l'a assez théorisé. Bon, maintenant, il faut le concrétiser sur le terrain. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais maintenant, ma question, c'était quoi? C'était, est-ce qu'aujourd'hui, au début, avec l'arrêt, par exemple, quand nous étions tous les pays étaient confinés. C'est bon maintenant. Ça marche? J'ai dit c'est bon maintenant, c'est bon, oui, j'ai noté, c'est bon. OK. Bon, je vais démarrer avec la deuxième question. Là où vous disiez que, bon, voilà, après le confinement, les gens vont commencer le voyage, les industries vont recommencer la production, des choses comme ça. Oui, effectivement, c'est pourquoi je l'ai dit avant-hier dans une réunion. J'ai dit que pour faire vraiment le bilan climatique qui est lié à la COVID, il faut attendre quand même au moins la fin de l'année, afin qu'on puisse comparer réellement la température ou bien les anomalies de la température de l'année 2020, mais par rapport à l'année 2019, 2018 et 2017, qui font partie des années les plus chaudes. Donc, c'est pourquoi aussi c'est préférable. Actuellement, on est en train de faire un bilan à mi-chemin, mais après la fin de l'année quand même, on peut réellement savoir est-ce que les gens ils ont diminué un peu les voyages et essayer de faire ce qu'on appelle des visioconférences. Est-ce que aussi ce qu'on produisait, bon, je ne sais pas, est-ce que ça servait à rien ou pas là, je ne sais pas. Est-ce que, bon, voilà, est-ce que beaucoup de questions que les gens posent, je pense que le bilan réel qu'on peut tirer par rapport à la COVID, il faut quand même attendre d'ici la fin de l'année 2020, parce que j'ai même commencé à faire un petit rapport par rapport à ça, sur les températures, parce que, bon, moi, je travaille plus sur les températures, de comparer quand même, ici au Sénégal, certaines zones, entre les mois mars, avril, mai, juin, parce qu'on l'appelle souvent la période des vagues de chaleur. Par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à comparer? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence entre les 2 années, les 3 années, je ne sais pas moi. Des choses comme ça qui vont nous permettre réellement de savoir est-ce que le Covid a vraiment impacté sur la température. Mais est-ce que aussi, après le confinement, on ne va pas avoir une explosion? Là, c'est une question à poser quand même. Mais je pense que, quand même, bon, moi personnellement, je peux pas confirmer quelque chose par rapport à cette question. Mais je pense qu'après la fin de l'année, on peut quand même comparer réellement, est-ce qu'après
janvier, février, mars, avril, mai, juin. À partir de juin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a un pic ou bien est-ce que voilà, la courbe était constante? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense que après la fin de l'année, on peut savoir tout ça. Excusez-moi. D'accord. J'espère bien que M. Sow est satisfait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est très cohérent, ouais. Ouais. Oui, excusez-moi, j'avais des visiteurs. Aussi, par rapport à la troisième question, là où vous parlez de l'action, effectivement, c'est la dernière COP parce que moi, la dernière COP, j'étais à Madrid, j'ai assisté à la dernière COP, je faisais partie de la délégation sénégalaise. Bien vrai qu'on parle de l'adaptation, l'atténuation, résilience, des choses comme ça, mais il y a un autre terme, comme tu viens de le dire, il y a un autre terme que les chercheurs aiment bien utiliser, c'est passer à l'action. Parce que à chaque fois, on fait de la politique derrière le changement climatique. On fait de la politique derrière ce phénomène. Mais à chaque fois, quand on dit l'année prochaine, on mettra telle action, mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est pourquoi on a commencé à utiliser le terme l'action climatique. Mais est-ce qu'on a commencé à actionner, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on a commencé à actionner par rapport à tous les termes qu'on a utilisés? Est-ce qu'on a commencé à faire quand même quelque chose? Bon, on ne sait pas, je ne sais pas réellement, mais à ce qui concerne le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle un CDN, contribution déterminée nationale, depuis l'année passée. Et quand même, tous les secteurs ont donné leur contribution. Et ils vont essayer quand même de suivre ce qu'on a rédigé dans la CDN. Et on va essayer de faire quand même des évaluations chaque année, chaque 2 ans, du moins, chaque 2 ans, qui va nous permettre de dire réellement, est-ce qu'on a quand même fait quelque chose? Est-ce qu'on a quand même atténué ou adapté par rapport d'un secteur par rapport à l'autre? Oui. D'accord. Merci, M. Touré. Alors, donc, on va donner la parole à M. Donc, il n'y a pas de nom, c'est iPhone. Si vous êtes là, M. iPhone, qui a levé la main, donc après M. Malik Sow. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, comment ça va? Excusez-moi, il n'y a pas de nom, c'est pourquoi j'ai dit M. iPhone. Oui, je me présente, c'est M. Amoudouba. Bon, chercheur en énergie renouvelable à l'Université de Bambay. Bon, je salue d'abord. Vous avez la parole. Oui, je salue d'abord l'initiative d'organiser ces panels. Et je fais un vif remerciement et félicitations aux 2 panélistes. Bon, je pense que prendre la parole devant des climatographes, bon, c'est courir un risque, mais je vais essayer un peu d'apporter quelques touches et poser éventuellement des questions. À savoir, bon, je pense que l'une des préoccupations actuelles du monde, c'est les modifications du climat. Bon, je pense que l'idée était claire. Bon, les panélistes seront assurés au niveau. Bon, à mon avis, bon, peut-être, bon, j'ai pas su bien entendu ou bien j'ai pris le train en marche. Bon, j'attendais à une contextualisation des modifications du climatique parce que je pense que l'un des objectifs du COP21 était d'atténuer la température moyenne mondiale qui est de 1,5 à 2%. Je pense que si on fait un peu de contextualisation, je pense qu'en 2019, la température moyenne est de 1,1%. Je pense que donc avec ce rythme-là, bon, l'objectif, est-ce qu'on pourra l'atteindre? Ça, c'est une question. Bon, ici, récemment, on a trouvé la crise du Covid qui a participé à l'atténuation de certaines activités industrielles, bon, qui peut impacter sur les modifications du climat, comme le panéliste Moussa Diallo l'a dit, parce qu'on a inhibé certaines activités humaines. Bon, la question, bon, je me pose, bon, parce que l'autre aussi, bon, je pense qu'à ce niveau-là, il sera un peu difficile de faire une étude comparative du climat, parce que je pense qu'en 2017, le taux du rejet de CO2 était à 407 parties par million. En 2019, on note de 2,2%, hausse de 2,2%. Mais est-ce que récemment, avec l'atténuation, par exemple, puisqu'on a inhibé les activités industrielles, est-ce que ce taux pourra se baisser? Bon, attendons de voir, comme l'a dit bien le panéliste,
de voir est-ce qu'on pourra réduire réellement, est-ce qu'il y a réellement réduction du rejet du CO2 dans l'atmosphère pour penser éventuellement à une étude comparative. Je pense que ce qui est à mon niveau, à mon entendement, après le Covid, on doit apprendre quelque chose, c'est-à-dire penser à d'autres perspectives, c'est-à-dire l'atténuation et l'adaptation. Ils l'ont dit, mais je pense que j'attendais qu'on développe sur ces deux aspects, l'atténuation et l'adaptation, sur la modification du climat après le Covid. Parce qu'après le Covid, peut-être le changement sur le rejet du CO2 pourra diminuer, mais est-ce que ça sera significatif? Est-ce que ça sera significatif? Parce qu'actuellement, on est à 1,1%. Avec le rythme qu'on suit, est-ce qu'on pourra atteindre les objectifs du COP21, qui est de 1,5 à 2,1 pour de maintenir la température du globe terrestre? Vous, les panélistes, attendez à sur les questions d'adaptation et d'atténuation. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on ne doit pas se limiter sur le Covid pour réduire l'impact du changement climatique. Est-ce que vous pouvez aussi m'apporter quelques touches sur l'adaptation et l'atténuation sur le climat après le Covid? Je vous remercie. C'était ça. D'accord, merci. Donc, on va laisser M. Diallo répondre. Ensuite, on va donner la parole à M. Mori. M. Diallo, si vous êtes là. Oui, merci, M. Ba. Pour l'étude comparative, on n'a pas fait une étude comparative. J'ai juste pris l'exemple de 2008, qui était une crise, la crise économique de 2008, où l'activité économique avait baissé, mais aussi on avait observé une réduction des gaz à effet de serre comme le CO2. Et 2 à 3 ans après, on a observé encore une augmentation de ces gaz à effet de serre. Si on se fie à ça, donc on peut dire que après cette crise du Covid, comme M. Malik l'a dit tout à l'heure, pour la relance économique globale et le rattrapage de la sorte de cette objectif climatique peuvent atteindre. Monsieur Diallo? Ouais, allô, oui. Monsieur. Oui, on vous reçoit un peu mal. Là. Si vous pouvez revenir sur ce que vous disiez dernièrement. Oui, je dis que pour l'adaptation au changement climatique. Oui, M. Diallo? Oui. Allô, oui, vous m'entendez? M. Ndiaye. M. Ndiaye. Oui, on vous reçoit, oui. Ok. Je dis que... Oui, on vous reçoit, oui. C'est des stratégies, des initiatives que les États, au niveau national ou bien international, prennent pour réduire la vulnérabilité du système naturel. Et ça peut être d'un lieu à un autre. Ça dépend juste des besoins ou bien des problèmes de cette localité. D'accord, mais merci, on vous reçoit, oui. Alors, on va donner la parole à M. Touré. M. Touré, si vous pouvez être bref, puisque on est un peu rattrapé par le temps. Oui, M. Ndiaye. J'ai entendu la question de M. Ba par rapport à un développement beaucoup plus vaste, formation, adaptation, adaptation, je pense, et résilience, action, des choses comme ça, quoi.
les termes qu'on utilise souvent en matière de lutte contre le changement. Bon, on me dit que c'est tout un cours de faire un développement sur l'atténuation, mais je vais vous donner juste un exemple. Quand on dit atténuation, c'est de faire des actions qui vont nous permettre d'atténuer les polluants qui quand même qui augmentent de manière indirecte la température, qui diminue de manière indirecte dans un endroit la pluviométrie et qui augmente également la pluviométrie quelque part d'autre. Voilà, qui change quand même les paramètres du climat. Mais également, quand on parle d'adaptation, c'est de faire des actions que vous pouvez réussir sans pour autant, voilà, sans pour autant affronter les impacts néfastes du changement climatique. Mais on ne peut pas, bien vrai qu'on peut proposer des actions claires qu'on peut faire, mais ces actions sont sectorielles. Vous savez que pour lutter même contre le changement climatique, il y a des actions qu'on doit faire dans l'économie, il y a des actions qu'on doit faire sur le secteur de l'agriculture avec grand A, il y a des actions qu'on doit faire sur le secteur des transports, tourisme, voilà. Donc, c'est pourquoi je préfère qu'on essaie quand même un peu de lire la CDN. J'ai expliqué tout à l'heure c'est quoi la CDN. Quand même lire la CDN qui va nous permettre de comprendre les actions qu'on doit mener au niveau national et de manière sectorielle. Voilà. Donc, quand même, au moins, par exemple, nous, notre sommet, après notre sommet, on peut même préparer une lettre ou bien une note et on l'adresse au ministère de l'Environnement parce que c'est eux quand même qui gèrent la CDN. C'est vrai qu'il y a d'autres ministères qui travaillent sur l'environnement, mais tout est géré au niveau du ministère de l'Environnement. Quand même, pour le proposer, quand même retoucher la CDN après avoir dit la CDN, bien sûr, quand même de proposer quelque chose par rapport à la CDN qui vont nous permettre de mener des actions nationales. Mais quand même de venir dire, voilà, on peut faire quelque chose sur le transport, mais ça ne sera pas quand même investi. D'accord, merci M. Touré. Merci, M. Touré qui a levé la main. M. Ndiaye, si vous pouvez être bref. Voilà. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, bonjour, oui, on vous entend. Ah, voilà, moi c'est Barangay. Donc, je salue au passage et quand même, je leur félicite de l'exposé. On ne vous entend pas, M. Ndiaye. Allô? Oui, M. Ndiaye, votre voix est un peu éloignée là. Ah, vous m'entendez maintenant ou bien? Oui, on vous entend maintenant. Ok, je dis que moi c'est Barangay. Je salue au passage M. Mori. C'est bien? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Voilà. Oui. Voilà, et je leur félicite en fait de l'exposé qu'ils viennent de nous faire. Et quand même, le débat est vraiment intéressant. Mais quand même, je me dis que l'impact du Covid sur le climat, est-ce que c'est pas, je dirais que c'est un peu très limité. Parce qu'il faut souligner qu'il y aura des baisses d'émissions des polluants, mais ça, c'est dans une courte durée. On vous entend très faiblement, M. Ndiaye. Je pense que... On vous entend très faiblement. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, M. Ndiaye, oui, allez-y. Voilà, je disais qu'en fait, on sait très bien que le climat ne réagit pas instantanément sur l'impact qu'aurait le Covid sur le climat, n'est-ce pas? Et maintenant, la question que j'aimerais poser aux exposants, c'est que après cette crise, c'est-à-dire après la pandémie, quelles sont les solutions qu'ils vont préconiser, hein, pour qu'en fait on maintient hein, cette émission des gaz à effet de serre, c'est-à-dire cette faible émission des gaz à effet de serre,
nécessaire. Parce que si on imagine que la pandémie, en fait, peut nous pousser quand même à diminuer l'augmentation de ces émissions-là, donc forcément, parmi toutes les décisions qui ont été prises par nos dirigeants, il doit y rester quand même des décisions qui seront en fait permanentes, qui seront mises en place pour que d'ici des années, quand même, les émissions vont diminuer. Merci. Merci. Oui, on est un peu rattrapé par le temps, donc on va passer la question aux intervenants. D'abord, M. Diallo, quelle solution pour maintenir ce faible taux d'émission de gaz à effet de serre? Oui. Le rapport M. Diallo, on ne vous entend pas. Monsieur Ndiaye. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend maintenant. Oui, je disais que le réchauffement climatique impacte sur tout. Je dis que le réchauffement climatique impacte sur la faune, la flore, tout. Donc, pour les solutions contre le changement climatique, pour moi, il faut réduire la consommation des énergies fossiles au détriment des énergies propres. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Financer des secteurs privés qui évoluent dans l'entrepreneuriat vert, comme la production de biogaz, l'énergie solaire, tout ça. D'accord, merci M. Diallo. Malheureusement, on est rattrapé par le temps et on ne pourra pas donc prendre toutes les questions parce qu'il y a également une autre activité qui nous attend. Voilà, donc on va demander juste aux participants leur mot de fin. Monsieur Mori. Oui, M. Ndiaye, je vous dis merci. Je dis merci à toute l'équipe. Merci aussi aux participants. Voilà, c'était une petite présentation qu'on faisait pour partager notre expérience, notre savoir sur le climat, sur la science climatique, sur la science de l'atmosphère. C'était Mori. Merci. Merci, Mori. Monsieur Diallo, votre mot de fin? Merci. Climat. Et plaisir d'agir avec vous ce sommet. Et nous devons agir ensemble pour la sauvegarde du climat. Nous devons agir ensemble pour la sauvegarde du climat. Merci à tous. Merci à tous les participants. Je vous rappelle que les activités continuent. Alors, merci à tous. Je pense qu'Aliou a un petit problème de connexion. On est ravis de ce panel. Ça a été vraiment très, très intéressant. On remercie tous les participants et tous les intervenants. Et on se retrouve pour le reste des activités sur le sommet climat. À tout de suite. À bientôt, Aliou. Merci, à bientôt, Aliou.